la pauvre église du quartier, où se réfléchissait, dans l'eau du bénitier, la haute nef de pierre aux nervures gothiques, bien plus que le jardin aux senteurs exotiques. Les deux femmes aimaient la chère intimité de leur logis. Souvent, par les beaux soirs d'été, sur la terrasse, après le dîner très sommaire, dans un large fauteuil, Jeanne installait sa mère et restait là, rêveuse, au balcon se coudant, devant le grand Paris, dans la brume grondant. Le soleil se couchait sous son oblique flamme, comme une hydre aux deux coups monstrueux. Notre-Dame gonflait tout près de là son énorme chevet. Et plus loin, près du fleuve empourpré, s'élevait, fine, svelte, ajourée et d'ornements fleuris, la flèche du palais, comme une orfèvrerie. Au couchant, tout nageait dans une poudre d'or. Vers l'est, sombre déjà, se profilait encore, sur un vaste horizon aux blancheurs opalines, l'amphithéâtre bleu de lointaines collines. Un bruit montait, semblant la poussière des voies, et sur le merveilleux paysage des toits, dont les tuiles étaient d'un reflet enflammé, s'élevait lentement de paisibles fumées. Jeanne, laissant flotter au hasard son esprit, était sur ce balcon quand l'amour la surprit. On pouvait voir de là les mansardes voisines, dans l'une, qu'encadrée de grêles capucines, assis sur la fenêtre, un jeune homme lisait. Et Jeanne, sans raison, soudain s'intéressait à ce calme liseur au front lourd de pensée. Il avait sous la main, au bord de la croisée, son repas, quelques fruits, du pain, un verre d'eau. Son livre l'absorbait. Au-delà du rideau, derrière lui, dans l'ombre, on apercevait l'angle d'une pauvre chambrette avec un lit de sangle et la planche au bouquin sur le mur à côté. Symbole de l'étude et de la pauvreté. Mais Jeanne devinait, par instinct sympathique, un purifié rêveur à vieillerie mythique. Un travailleur toujours sur son œuvre penché, et son cœur en était profondément touché. Quand la nuit la força de quitter sa lecture, il mangea lentement sa pauvre nourriture, puis, d'un geste élégant, jeta du bout des doigts le reste de son pain aux moineaux sur les toits. Et Jeanne remarquait sa grâce naturelle. Enfin, sans une fois lever les yeux sur elle, après avoir lancé vers le Paris lointain un regard où brillait comme un défi hautain, et comme le désir d'y devenir un maître, le jeune homme quitta brusquement sa fenêtre. Il rentra dans sa chambre. Une minute encore, Jeanne vit la mansarde et son humble décor vivement éclairé par la lampe allumée. Et lorsque fut enfin la fenêtre fermée et que le vieux rideau sur sa tringle glissa, Jeanne eut un grand frisson. Elle l'aimait déjà. Elle le revit là bien des soirs. Oh, l'attente, s'il paraissait, quel trouble, et qu'elle était contente. Quel chagrin, quand la nuit du balcon la chassait, savait-elle déjà qu'elle l'aima? Qui sait? Mais le voir, c'était sa seule envie. Et Jeanne n'avait plus d'intérêt dans sa vie, passer en s'irritant du jour là en finir, que d'attendre 7 heures et de s'en souvenir. D'ailleurs, elle gardait pour elle sa chimère, elle ne l'avait pas confiée à sa mère. Si ce n'est qu'au balcon, on restait un pétard, on vivait comme avant, messe à Saint-Médard, halte dans le jardin des plantes, près des roses, toujours les mêmes jours avec les mêmes choses. Tout comme avant l'instant où l'amour la toucha, Jeanne, ouvrant son Hérard au son d'harmonica, pour sa mère le soir chantait quelques romances, célébrant les ardeurs d'Isolier ou d'Hermance, et datant des anciens troubadours abricots, tandis qu'interrompant son éternel tricot, la maman souriait, très fière de sa fille, et battait la mesure avec sa grande aiguille.
Ici, ne laissant voir ni trouble, ni langueur, Jeanne dissimulait le secret de son cœur.